Voilà, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va se laisser. Mettez-vous en ligne. On va se laisser, c'est très important. L'incontournable. L'incontournable. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Ah, on est là, bon. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Hein? Ne restez pas là en train de regarder. Abonnez-vous et partagez le direct. Connectez-vous, abonnez-vous et partagez le direct. C'est important. Alors, nous allons expliquer ici, dans ce direct, comment la rébellion de Guillaume Soro a été financée par lui-même, Guillaume Soro. Parce que les gens veulent enlever le chapeau sur Guillaume Soro. Et de mon vivant, c'est inadmissible. Il est coupable et il devrait payer pour ses crimes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous allons commencer et on va vous démontrer comment Soro Guillaume a réussi à financer la rébellion et a réussi à financer la campagne électorale d'Alassane Ouattara de 2010, s'il vous plaît. Voilà, donc on va vous éclairer et on va vous faire comprendre que ceux qui pensent que Alassane Ouattara a financé la rébellion de Guillaume Soro, ils se trompent. Sachant bel et bien que Alassane Ouattara ne peut pas être écarté par rapport aux crimes qui ont été commis sur le territoire national. Il est aussi coupable. Il faudrait que ça soit clair. Donc je ne suis pas là à défendre Ouattara, mais on doit soulever la vérité et faire éclabousser cette vérité pour que chacun de nous puisse savoir ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire. Alors, pour commencer, j'aimerais vous saluer, chers parents, chers amis. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable gars et gars complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari Deso ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour aborder le cas de Guillaume Soro. Qui a donné les moyens financiers à Guillaume Soro pour être le père de la rébellion? Parce que cette question divise toujours le peuple ivoirien. Lorsqu'on dit que Soro Guillaume est le père de la rébellion, il a hérité de cette rébellion. Je vais préciser les faits. Soro Guillaume a hérité de cette rébellion. C'est-à-dire il n'est pas le père fondateur de la rébellion, mais c'est un héritier de cette rébellion. Et donc, qui est réellement le père fondateur de cette rébellion? Le père fondateur de cette rébellion est bel et bien Ibrahim Koulibaly, dit IB, en Côte d'Ivoire. IB, de son vivant, a été clair sur cette histoire de la rébellion. Il a dit il a eu l'aide financière de certains Libanais qui résident sur le territoire ivoirien, qui l'ont épaulé. Le président d'alors, qui était Blaise Compaoré, l'avait aussi soutenu. Et c'est ce président qui a œuvré, qui était l'intermédiaire entre IB et le guide libyen Muammar Kadhafi, c'est-à-dire Blaise Compaoré, qui intervenait pour que Muammar Kadhafi puisse venir en aide à IB pour sa rébellion qui préparait sur le territoire national ivoirien. C'est ainsi que Blaise Compaoré a intervenu auprès de Muammar Kadhafi. Car Muammar Kadhafi ne pouvait pas recevoir IB. Il fallait que IB passe par un chef de l'État pour parler avec Muammar Kadhafi. Et donc, il a expliqué ce qu'il voulait faire. Pourquoi il voulait faire cette rébellion? Il a bel et bien expliqué ça à Blaise Compaoré. Lui, à son tour, il s'est rendu en Libye avec IB et ils ont discuté de cette histoire de rébellion. C'est là le guide libyen a dit il n'y a pas de souci. Il donne son accord et qu'il va leur donner les matériels militaires et financiers pour qu'ils puissent bien préparer leur rébellion. C'est ainsi que le guide libyen a donné de l'argent. Vous savez combien il a donné? Il a donné beaucoup d'argent. Ce que j'ai appris, c'est que le guide libyen
a donné au moins 4 milliards de francs CFA dans un premier temps. Et il a donné 2 cargaisons d'armes sophistiquées et lourdes. Est-ce que vous comprenez? Il a donné 4 milliards. Les conteneurs d'armes, il a donné 2 à IB. Donc, il n'a pas donné ça à IB directement, il a donné ça au chef de l'État burkinabé qui était Blaise Compaoré. Et Blaise Compaoré, arrivé au Burkina, il n'a pas donné ces armes-là à IB. Il a préféré donner les Kalachnikov, les anciennes armes de l'armée burkinabé. C'est ça qu'il a rendu à IB. Et dans les 4 milliards, il donne 1 milliard à IB et il bloque 3 milliards de francs CFA. Il n'a pas donné tout l'argent. Il a bloqué 3 milliards et il a donné 1 milliard à IB. Il dit non, débrouillez-vous avec les 1 milliard et puis les autres trucs, les Kalash, voilà, débrouillez-vous. Au cas où vous en avez besoin sur le terrain, alors je vous livrerai des armes. Mais je ne peux pas vous donner toutes ces armes lourdes parce que l'armée burkinabé manquait d'armes lourdes. Donc, Blaise Compaoré n'a pas voulu donner les armes lourdes que Muammar Kadhafi avait données à IB. Donc, il lui a donné des Kalash. Voilà comment IB constitue sa première mission de rébellion. Sa première rébellion, voilà comment il constitue ça. Et il met un plan sur pied pour attaquer. Mais avant d'attaquer, Soro Guillaume avait appris que IB montait un coup au Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Il a été au Burkina une première fois. Donc, ce n'était pas Alassane Ouattara qui avait envoyé Soro Guillaume au Burkina. Écoutez très bien, ce n'est pas Alassane Ouattara qui avait envoyé Soro Guillaume au Burkina d'aller négocier avec IB. Voilà. Donc, Soro Guillaume, parce qu'il avait échoué à une élection, il avait échoué à une élection municipale à Port-Boué. Il avait soutenu la candidate du RADP qui était Dagri, Henriette Diagri Diabagaté, à Port-Boué. Donc, ils avaient échoué parce que lui, il pensait qu'il allait être adjoint au maire. Il avait soutenu Henriette Diagri Diabagaté qui avait échoué aux élections municipales de Port-Boué face au candidat du PDCI RDA. Ayant échoué, Soro Guillaume, ne sachant pas quoi faire, il fréquentait. Il a pris ses clics et claques pour venir en Europe. Et quand il est venu en Europe, il était précisément en France. C'est là-bas qu'il est parti. Mais il est parti là-bas, il n'avait pas les moyens. D'abord, il avait déjà croisé IB. Et IB a dit qu'il allait réfléchir. Et quand ils ont perdu les élections, il a décidé de partir en France. Étant en France, étant là-bas, il contacte encore IB. C'est là IB lui a dit, bon, Guillaume, viens, tu vas t'occuper de la presse. Et moi, je vais m'occuper du côté militaire. Parce que je ne peux pas m'occuper de la presse et en même temps, le plan militaire, la stratégie militaire. Donc, viens, tu t'occupes de la communication. Quand les journalistes viendront, alors tu vas répondre à leurs questions. Et moi, IB, je m'occupe de la stratégie militaire. Quand je suis militaire, je ne peux pas faire la communication et en même temps, les plans de guerre. C'est ainsi que IB demande à Soro Guillaume de venir au Burkina. IB paye le billet d'avion de Soro Guillaume. Et Soro Guillaume quitte la France pour débarquer au Burkina. C'est comme ça, ensemble, ils rentrent en rébellion. Ils rentrent en rébellion. Mais avant que Soro Guillaume n'arrive, IB avait déjà attaqué. IB avait déjà attaqué. Et donc, les journalistes lui posaient assez de questions. Et c'est ainsi que Soro Guillaume est rentré par le Burkina. Et du Burkina, il est passé par le nord de la Côte d'Ivoire pour rentrer sur le territoire ivoirien. C'est-à-dire du Burkina, il est rentré en Côte d'Ivoire maintenant. Parce qu'il n'est pas passé par la Côte d'Ivoire pour monter au nord, non. De la France, il descend au Burkina. Du Burkina, il rentre en Côte d'Ivoire puisque cette partie était déjà contrôlée par les rebelles. C'est ainsi qu'on lui donne une place pour s'occuper de la rébellion. Et pendant que les journalistes posaient des questions, on demande à Soro Guillaume, mais toi tu es quoi? Il dit non, il est le porte-parole de la rébellion.
Ibé dit, il était fâché. Mais Soro lui a fait comprendre que non, c'était la stratégie pour ne pas que les grandes puissances les combattent. Pour qu'ils puissent comprendre que non, c'est une guerre inter-ivoirienne. Ibé a dit, ah ok, si c'est ça, c'est bon. Et il a convaincu Ibé. Donc voilà, pour la première fois, Soro Guillaume se déclare en tant que porte-parole de la rébellion. Est-ce que vous comprenez? Il se déclare porte-parole de la rébellion. Donc ça, c'était en 2002. D'ici, ils vont dire 2003. Je dis bien, d'ici, ils vont dire 2003. Soro Guillaume utilise, parce qu'il était porte-parole de la rébellion, toute la presse du monde venait maintenant vers Soro Guillaume. C'est lui maintenant qui s'affichait. Ibé, lui, il ne s'affichait plus. Donc Soro Guillaume était connu comme c'est lui qui était le porte-parole de la rébellion. C'est lui les médias montraient. C'est lui qui s'affichait sur tous les écrans. Dans toute la presse, il était connu et le nom d'Ibé venait au second plan. Ibé, Soro Guillaume, voyant sa notoriété, il a convaincu d'autres rebelles. Et il les a retournés contre Ibé. Parce que Soro Guillaume, lui maintenant, il voulait prendre le contrôle de la rébellion. Parce qu'il a vu dans cette histoire de rébellion une bonne affaire. Et cette affaire-là, c'était quoi? Quelle était l'opportunité pour Soro Guillaume qui se cachait derrière la rébellion? Je vais vous le dire. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas et qui pensent que Soro Guillaume, il était élève, il a enlevé les armes pour faire rébellion. Je vais vous le dire parce qu'il a hérité de la rébellion. Voilà comment il utilise une partie de la rébellion pour les retourner contre. Je dis bien contre Ibé. Donc les Ouattao ont pris position pour Soro Guillaume. Les Kone Zakaria ont pris position pour Soro Guillaume. Les shérifs Ousmane ont pris position pour Soro Guillaume. Les Morou Ouattara, les Vekio, les Fofi, eux tous, Soro les a corrompus pour qu'ils puissent venir chez Soro. Parce que Soro Guillaume, à un moment donné, il avait maintenant une influence. Il dit quitter Ibé parce qu'avec moi, vous serez protégés. Le monde entier maintenant me connaît. Donc avec moi, personne ne va vous faire du mal. Avec moi, je vais vous protéger. Avec moi, je vais vous défendre devant les médias, devant les journalistes. Et ces rebelles avaient besoin d'un protecteur. Ils avaient besoin de quelqu'un qui allait parler d'eux. Quelqu'un qui allait les défendre aux yeux du monde entier pour ne pas qu'on leur fasse du mal. Voilà comment ils se sont arrangés du côté de Guillaume Soro. Et puisqu'ils étaient armés au même niveau, Ibé les avait déjà armés. Ils se retournent contre Ibé. Il y a eu un affrontement très violent au nord là-bas. Pour ceux qui ne le savent pas. Les hommes d'Ibé ont commencé à être massacrés. Ils ont massacré un bon nombre d'individus d'Ibé. Parce que la grande partie s'est ralliée à Soro. Et l'autre partie, le peu qui restait, était avec Ibé. Donc la force de frappe qui était du côté de Soro Guillaume était impressionnante vis-à-vis de la force de frappe d'Ibé. Ibé était obligé de fuir le pays. Est-ce que vous avez compris même? Il a fui le pays avec quelques hommes. Ceux qui n'ont pas pu fuir, Soro Guillaume les a anéantis. Ceux qui n'ont pas voulu combattre, Soro Guillaume les a obligés à rentrer dans son groupe, dans son camp. Et c'est comme ça que Soro Guillaume a pris le contrôle du Nord. Maintenant, d'où vient l'argent de Soro Guillaume? Soro Guillaume a mis un système sur pied. Quand le pays a été divisé en deux, il a mis un système de taxes sur pied au nord là-bas. Ça veut dire, toutes les richesses du nord, c'est Soro Guillaume maintenant qui contrôlait. Toutes les tasses que les cadres, tous les cadres qui étaient au nord, tous ceux qui travaillaient à partir de trucs, de boaquet, tout ça là, jusqu'à faire caisser du coup, jusqu'à truc, c'est Soro Guillaume qui prenait les tasses. Est-ce que vous comprenez même? On vous parle de milliards de francs CFA, mes frères. On vous parle de milliards de francs CFA. Et tout ce qui était dans ces sous-sols-là, Soro Guillaume, il contrôlait, c'est-à-dire les ressources minières. Il exploitait ça. Donc, il exploitait les ressources minières. Les tasses étaient payées directement dans un mouvement, dans une organisation que Soro Guillaume avait mis sur pied. Et tout le monde, cette organisation faisait payer des tasses aux habitants de là-bas.
c'est-à-dire les cadres comme Kyo, quand le gouvernement ivoirien leur payait, donnait leur salaire, eux, ils payaient des taxes. Et tout ça, ça venait chez Guillaume Soro. Voilà comment Soro Guillaume, il devient puissant encore. Est-ce que vous comprenez? Il devient puissant. Maintenant, les marchandises que les habitants de ces zones produisaient, que ce soit le maïs, le cacao, que ce soit la nacade, le coton, palmier à huile, et tout ça, tout ce qu'ils produisaient, c'est Soro qui contrôlait tout ça. Il était comme le président du Nord. Donc, il vendait les marchandises de la Côte d'Ivoire aux pays voisins, c'est-à-dire à la Guinée, au Mali et au Burkina. Et les taxes douanières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, ça rentrait dans les poches de Guillaume Soro. Entre le Mali et la Côte d'Ivoire, entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, tout ça, ça rentrait dans les caisses de trucs, dans les poches de Guillaume Soro. Quand on dit taxes douanières, c'est-à-dire les remorques qui quittent au Mali, les bœufs, tout ça là, quand ça vient, on paye des taxes en route. Tout cet argent, que ce soit frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire, frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, tout cet argent, Soro Guillaume contrôlait ça. Donc, on vous parle de milliards de francs CFA. Ça, on n'était pas encore en 2004. Hein. Ça se passait entre 2002 2003. Donc, voilà quelqu'un qui rentre dans un mouvement et qui retourne les éléments de ce mouvement contre le vrai patron. Et il prend le contrôle de ce mouvement et il met un système de taxes sur pied et il encaisse tout l'argent et il devient milliardaire. Donc, avant même 2004, Soro Guillaume était déjà milliardaire en Côte d'Ivoire. En dehors de ça, il a cafoué. C'est-à-dire, il a cassé toutes les banques qui étaient dans cette zone-là. Est-ce que vous comprenez? Il a pillé toutes ces banques-là. Donc, Soro Guillaume avait maintenant plus de moyens que Ouattara lui-même. Ouattara, dans le temps qui avait été Premier ministre, ceci, cela, directeur de la BCAO, qui avait travaillé au FMI, en moins de 2 ans seulement, Soro Guillaume était plus puissant que Ouattara. Avait plus de moyens financiers que Alassane Ouattara. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Parce que les taxes que les gens du centre jusqu'au nord payaient, ce n'était pas dans les poches de Ouattara que ça partait. Ça partait dans les poches de Guillaume Soro. Les rebelles même, ils se sont enrichis. Allez-y, regardez dans le garage de Ouattara, vous allez voir les voitures qui étaient garées là-bas lorsqu'il était vivant. Vous pensez que c'est Alassane Ouattara qui lui a donné l'argent là? Non, c'est lorsqu'ils avaient mis des tasses sur pied et puis ils contrôlaient là-bas. Tout l'argent qu'ils ont eu, c'est ça. Les Ouattara, ils prenaient, ils partaient aux États-Unis pour acheter les grosses caisses et tout. Mais Soro Guillaume était leur patron. Donc Soro Guillaume est devenu puissant que Alassane Ouattara. En moins de 2 ans. Donc la rébellion, Soro Guillaume était mieux placé pour diriger. Et donc c'est lui qui a dirigé la rébellion. Toutes ces années. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo, sachant cela, c'est avec Soro Guillaume qu'il causait. C'est avec Soro Guillaume qu'il causait. Quand il causait avec Soro Guillaume, la rébellion se calmait. Ou bien, la rébellion se calmait lorsque Soro Guillaume partait aux différentes négociations. La rébellion a cessé quand Soro Guillaume a été nommé pour la première fois ministre de la réinsertion. Les rebelles se sont calmés un peu. Mais le pays était toujours divisé. Est-ce que vous comprenez? Flamme de la paix à Bouaké là. C'est grâce à Soro Guillaume, le gouvernement ivoirien a pu avoir accès à Bouaké pour aller brûler, pour dire flamme de la paix. Ce n'était pas à cause de Ouattara. Non. Soro Guillaume, il était, c'est-à-dire Ouattara était maintenant là. C'est Soro Guillaume qui dictait maintenant ce que Ouattara devrait faire. C'est Soro Guillaume qui décidait ce que Dramane Ouattara devrait faire. Donc Soro Guillaume était maintenant le protecteur de Ouattara, Alassane Ouattara. Soro Guillaume était son protecteur parce qu'il était puissant. S'il voulait écarter Ouattara, il allait l'écarter. S'il voulait écarter Alassane, il l'écartait. Est-ce que vous comprenez? Donc il était puissant que Alassane Ouattara. Donc Alassane Ouattara s'accrochait à Soro Guillaume pour exister. Pour ne pas que Soro Guillaume se foute de lui, pour ne pas que Soro Guillaume
se réconcilie avec IB pour écarter Alassane Ouattara définitivement, pour dire écoute, nous, notre rébellion là, c'est à nous. On s'en fout de toi. Toi, Alassane Ouattara, on n'en a rien à foutre. Parce que si Soro Diom voulait faire du mal à Alassane Ouattara, il pouvait téléguider l'un des rebelles pour faire du mal à Alassane Ouattara. Les Ouattao étaient trop proches de Diom Soro. C'était son gars sûr. Il suffisait de donner l'ordre à Ouattao pour dire écoute, il faut éliminer le vieux là, pour que nous, moi, Soro Diom, je sois le seul grand leader au nord ici. Mais il pouvait le faire le plus tôt possible. C'est clair. Mais il ne l'avait pas fait parce que il ne voyait pas encore loin. Guillaume Soro ne voyait pas encore loin. Il n'avait pas encore bien calculé sa guerre qui menait contre la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que Soro Guillaume est devenu puissant. Donc toutes les négociations, c'est Guillaume Soro qui était là. Il négociait au nom des rebelles. Est-ce que vous comprenez? Il négociait au nom des rebelles. Et avant l'accord final où Laurent Gbagbo a utilisé l'article 48 pour faire d'Alassane Ouattara candidat, Soro Guillaume, voyant qu'il n'avait pas l'âge pour pouvoir être président en Côte d'Ivoire parce que la constitution était claire. Lorsque tu n'avais pas encore 45 ans, tu n'avais pas le droit d'être candidat ou bien président en Côte d'Ivoire. Donc Soro Guillaume, lorsqu'il menait la guerre, il n'avait pas encore 45 ans. Donc lui-même, il était conscient que sa guerre qu'il menait là, il ne pouvait pas prendre le pouvoir. Voilà comment il s'en va voir Alassane Ouattara pour dire, bon, écoute, la guerre que je mène là, je vais mener ça, mais je vais obliger le gouvernement ivoirien à faire de toi un candidat. Mais une fois que tu seras candidat, et une fois que tu remporteras la victoire dans les urnes, ou bien par la rébellion, par la force, tu fais un mandat, et le second mandat là, tu cèdes ça à Guillaume Soro, c'est-à-dire tu me permets de faire le prochain mandat pour que je sois le futur candidat ou le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est sur ça, ils ont signé leur deal. Parce que Soro Guillaume, il se disait, quand Alassane Ouattara allait faire le premier mandat, lui, il allait avoir plus de 45 ans. Donc, ce qui allait lui permettre d'être au moins présidentiable. C'est dans ça. Soro Guillaume a signé un deal avec Alassane Ouattara en 2007. Est-ce que vous comprenez? Il a signé un deal avec Alassane Ouattara en 2007. Et c'est suite à ça, Laurent Gbagbo, il a signé un décret en utilisant l'article 48 pour faire d'Alassane Ouattara candidat de la République, un candidat pour les élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Donc le deal était déjà là, mais Soro Guillaume n'avait pas révélé ce deal au grand public. Et Laurent Gbagbo avait confié l'organisation des élections présidentielles de 2010 à Soro Guillaume. Sachant bel et bien que ce dernier avait déjà un deal avec Alassane Ouattara, proposant à Alassane Ouattara de faire un premier mandat et que le deuxième mandat, c'est lui, Soro Guillaume, qui allait le faire. Et ils ont signé, ils ont trouvé une entente, ils ont trouvé un accord entre les deux individus et ils se sont mis d'accord pour signer l'accord. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi en 2010, quand les élections se sont passées, Soro Guillaume a pris position immédiatement pour dire Alassane a gagné. Parce qu'il savait qu'il y avait un deal entre eux. Et donc lui, Soro Guillaume, comme c'est un opportuniste, voilà, il voyait déjà, après Alassane Ouattara, il se voyait déjà comme le futur président de la Côte d'Ivoire. Deal qui a mal tourné parce que Alassane Ouattara, quand il a goûté le goût du pouvoir, il a dit non, 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 Soro, je ne peux plus. J'avais signé, mais je n'ai plus signé. Je renie ma signature. Ce deal-là, je ne le reconnais plus. C'est Alassane Ouattara ou rien. Pendant ce temps, Alassane Ouattara a œuvré pour enlever l'amitié qu'il y ait Soro Guillaume avec les Comzones. Il a enlevé ça dans leur tête. Pour leur dire de respecter la République. Et qu'il ne faudrait pas qu'ils suivent Soro Guillaume. Et il a commencé à leur donner beaucoup d'argent pour ne pas que il se penche vers Soro, ou bien chez Soro, pour ne pas comploter et faire un coup d'État contre Soro, contre Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Même Ouattao, quand vous voyez dans ses propos, il dit Soro Guillaume a beaucoup fait pour eux. Soro Guillaume les a aidés
Soro Guillaume les a protégés. Toujours il parlait de Soro Guillaume. Je vous parle de Ouattao. Hein. Et écoutez bien Ouattao. Quand l'avion de Soro Guillaume avait été allumé, hein, à Bouaké, et tout ça, Ouattao dit, il a couru pour aller, pour porter ses coups à Soro Guillaume parce qu'il s'est dit que l'homme qui est dedans là, s'il meurt, c'est que eux là, leur existence n'a plus de sens. Est-ce que vous comprenez même? Il n'a pas dit si Ouattara meurt. Il n'a pas dit si Alassane Ouattara il meurt. Leur existence n'a plus de sens. Il dit si, parce que c'est à cause de Soro Guillaume, eux ils sont là. Et que si quelque chose de grave arrivait à Soro Guillaume, c'est fini. Et que eux ils n'étaient plus rien. Parce que c'est Soro Guillaume qui les protégeait. C'est lui qui faisait tout pour eux. Ouattao a dit ça clairement. Ouattao a dit, allez-y, écoutez. La dernière intervention de Ouattao avant sa mort, il a été clair. Et que lui, il est prêt pour Soro Guillaume, il est prêt pour mourir pour Guillaume Soro. Après, il s'est ressaisi, il dit, bon, comme il est dans la République, il ne peut pas trop parler. Et puis, il s'est tué. Voilà d'où la mort de Ouattao. Voilà pourquoi ils ont compris que Ouattao, ce n'est pas quelqu'un qui est garanti. Parce qu'avec Soro Guillaume, il est capable de prendre les armes contre Alassane Ouattara pour le bien-être de Guillaume Soro. Il fallait l'écarter, il fallait l'éliminer parce qu'il était gênant. Et il dit Soro Guillaume a beaucoup fait pour eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'était pas Alassane Ouattara qui les défendait, c'est Soro Guillaume qui les défendait. C'est Soro Guillaume qui les défendait. S'ils sont devenus milliardaires pour la première fois, c'est à cause de Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume qui a donné l'ordre à casser les trucs, toutes les banques. IB, il s'opposait à ça. Allez-y, écoutez l'interview d'IB. Il dit, lui, sa rébellion, là, c'était pas pour casser les banques. C'était pas pour tuer des trucs, des civils. Que lui, il s'est opposé à ça. Il s'est opposé au casse des trucs, des biens publics, au vol, hein, au viol, aux assassinats envers les civils. Que lui, il avait affaire à l'armée de Côte d'Ivoire. Mais quand Soro Guillaume est rentré dans la danse, il a manipulé les militaires rebelles et ils ont commencé à tuer les innocents, ils ont commencé à violer les innocentes, ils ont commencé à piller les banques. Et que c'est Soro Guillaume qui a mené ça dans la rébellion. Que cette histoire de viol, de casse de banques et tout ça, ça n'existait pas. Quand lui, IB, il contrôlait encore la rébellion. Allez-y écouter l'interview d'IB et vous verrez. Vous verrez l'interview d'IB. C'est quand la rébellion a pris forme et qu'elle grandissait. C'est là maintenant la communauté internationale s'est immiscée dedans. Pour dire, bon, voici une rébellion à laquelle on va s'accrocher pour faire chier Laurent Gbagbo et ses amis patriotes. Voilà comment ils ont mis une zone tampon. Ce sont maintenant ces mêmes grandes puissances qui ont œuvré pour dire, bon, écoute, Soro Guillaume, ta rébellion, mais comme toi, tu es encore jeune, si on mettait Alassane Ouattara comme leader, voilà comment Soro Guillaume accepte. Et il s'en va signer le deal avec Ouattara. Sinon, auparavant, ce n'était pas Ouattara qui les envoyait. Donc, Soro Guillaume a eu les moyens financiers de sa rébellion grâce aux taxes qu'il imposait aux gens, grâce aux ressources minières, grâce aux banques qui se trouvaient dans la zone où il contrôlait et tout. Donc, grâce aux taxes douanières, c'est tout ça là qui a fait de Soro Guillaume milliardaire et homme puissant de la rébellion. Donc, voici un peu ce qui s'est passé. Parce que des Ivoiriens ne savent pas. Donc, il était élève, il a eu l'argent, ou il a eu l'argent. Vous ne savez pas comment il a eu l'argent. Oui, il faisait payer les taxes aux gens du Nord, les trucs, hein, la douane, tout l'argent que la douane gagnait aux 3 frontières, Guinée, Burkina, Mali, Soro Guillaume, il encaissait ça. Les banques, il a cassé ça, il a pris l'argent. Diamant, parce que là-bas, n'oubliez pas, ils ont exploité l'or et diamant. Et bien qui c'est là, son mari, tout ça là, c'est ça qui a fait 2 trucs des milliardaires. Et bien qui c'est, elle était un truc, elle exploitait aussi truc, les mines d'or. Elle était opailleuse. Elle cherchait aussi truc l'or. Vous ne savez pas, et bien qui c'est, la députée là. Et bien qui c'est, elle exploitait l'or là-bas. Tout ça c'était sous le contrôle de Guillaume Soro. Puisque son mari, c'est son mari qui est rebelle. Son patron, c'était Guillaume Soro. Donc, quand il finit de vendre, Guillaume Soro a un pourcentage. Les rebelles ont leur pourcentage.
Et maintenant, les ouvriers ont leur pourcentage. C'est comme ça que ça se passait. Et les sociétés occidentales venaient payer le diamant qu'ils exploitaient pour aller en Occident directement. Donc, ils vendaient ça à un autre prix. Mais ils ont gagné beaucoup d'argent là-dedans. Donc, voici comment Soro Guillaume a eu son argent. Mes frères. Donc, on ne le défendait pas. Pour dire qu'il est innocent dans la rébellion. Il n'est pas innocent. C'est lui-même le papa de la rébellion. Soro Guillaume a été clair. Quand il était en France et qu'il faisait ses interviews, il interviewait partout. Il ne s'attendait plus avec Ouattara. Mais il a dit quoi? Il dit lui-même il a financé Alassane Ouattara. Allez-y, écoutez bien Soro Guillaume. Vous avez dit il était encore élève et qu'il n'avait rien. Mais l'élève que vous aviez dit il n'avait rien là. Lui il dit il a financé Alassane Ouattara pour sa campagne. Il a financé Alassane Ouattara pour sa campagne. Élève que vous dites il n'a rien là. Je vous rappelle que cet élève là il a 2 maisons au Canada. Il a 4 maisons en France. Il a une maison au Maroc. Il a au moins 4 maisons en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez même? Et puis ce ne sont pas des petites maisons. C'est des maisons de trucs de millions d'euros qu'il paye. Donc votre élève que vous dites qu'il n'avait pas les moyens, voici où il fait le tour du monde. Votre élève que vous dites qu'il n'avait pas les moyens là, il paye des cyberactivistes pour faire des vidéos pour lui. Il paye des gardes de corps qui sont autour de lui. Jusqu'à présent, votre élève qui a Guillaume Soro que vous dites qu'il n'avait pas les moyens, je vous le jure, il paye des avocats, il paye des bodyguards, il paye des cyberactivistes. Il prend des jets privés pour aller en Côte d'Ivoire. Il avait fait quoi? Quand l'avion a été détourné. Il a fait quoi? Mais c'est un jet privé, il avait pris. Ah, mais quand tu n'as rien, tu prends un petit billet d'avion. Mais quand tu t'en vas louer un avion spécialement dans la mer d'une société étrangère, pour que cette société puisse choisir un pilote, pour que le pilote puisse te transporter jusqu'à chez toi, en Côte d'Ivoire, vous allez dire, ce dernier-là, il n'avait pas les moyens. Vous allez dire, bon, il a eu les moyens quand il était ministre et président de l'Assemblée. Son salaire, c'était combien? Ministre, président de l'Assemblée nationale ou bien ministre de la... On lui donnait combien par mois? Pour avoir tous ces moyens, payer des maisons à travers le monde. Payer des maisons à travers le monde. Prendre des jets privés. Voyager partout dans le monde. Avoir des gardes de corps. Vous savez, garde de corps européen, tu vas l'avoir. Vous pensez que c'est un truc, c'est 1000 € tu vas lui donner. Mais il va faire quoi, 1000 €? À cause de 1000 €, lui, il va risquer sa vie pour te suivre partout. Parce que, c'est-à-dire, ta sécurité est dans sa main. Et puis, il n'a pas un seul garde de corps. Il a plusieurs gardes de corps, mes frères. Soro, quand il passe, on dirait c'est un président. Il a des milliers de gardes de corps. S'il n'a rien du tout, il a au moins 7 gardes de corps. Et ces 7 gardes de corps, chaque garde de corps est payé à des milliers d'euros. C'est pas un truc, 1000 €, il leur donne chaque fin du mois. C'est pas vos vigiles qui restent devant les magasins ou les banques en Europe ici. Hein, et puis ils gagnent 2000 € ou bien 1500 € par mois. Hein. On vous parle de vrais trucs, bodyguard. S'ils n'ont rien du tout, c'est 5000 € par mois. Ah oui, 5000 € par mois. Et Soro Guillaume, quand il veut se déplacer, il paye leur billet d'avion. Il paye leur nourriture. Là où ils doivent dormir. Bah, s'il va dans un pays quelque part, il doit payer leur billet d'avion. Ce n'est pas à eux de payer billet d'avion. C'est à Soro Guillaume de les nourrir. C'est à Soro Guillaume de prendre soin d'eux. Et c'est comme ça. C'est ce que vous ne savez pas. Donc vous ne pouvez pas nous dire votre élève n'avait pas les moyens. Et j'ai oublié même le Burkina. Il a construit des milliers de maisons au Burkina. On appelle ça Ouaga 2000. Votre truc élève là n'avait pas les moyens. Arrêtez vos conneries là. Arrêtez de défendre Soro. Soro est le propriétaire de la rébellion. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui l'a envoyé. Il a hérité de la rébellion dans la main d'IB en faisant un coup d'état contre IB pour lui arracher la rébellion, pour contrôler la rébellion
et imposer des taxes à partir du centre de la Côte d'Ivoire jusqu'au nord. On vous dit c'est des milliards de francs CFA. C'est des milliards de francs CFA, mes frères. Des milliards de francs CFA. À partir de Bouaké, le pays est divisé en deux. Et la partie où les rebelles contrôlaient là, c'était la plus grande partie. Mais cette partie-là, il y a quoi là-bas? Mais la tête de là-bas est riche. Il y a l'or, diamant, manganèse, bauxite et tout. Mais ils ont pillé. À cause de l'or et diamant, les gens ils font guerre partout dans le monde. Quand ils voient que ta terre est riche, il y a de l'or là-bas, diamant ou bien pétrole. Ils vont te déclarer une guerre. Donc, où Soro Diom et sa bande contrôlaient. Depuis 2002, c'était trop riche. Vous allez nous dire, il n'a pas... Mais tout le monde savait qu'il avait mis un système sur pied de taxes. Donc, il gagnait beaucoup d'argent que Ouattara lui-même, il ne pouvait pas gagner par mois. Même Ouattara, s'il a fait des mois d'argent, autant d'Oufoué, ceci, cela, ce que Soro Diom a gagné là, entre 2002 et 2003, ça a dépassé pour Ouattara. Ça dépassait pour Ouattara. En dehors de ça, casser les banques. Ah, vous savez combien de milliards il y avait là-dedans? C'est un BCAO seulement là. Il a détruit la BCAO. L'argent qui était au sein de la BCAO, si on veut compter, on ne peut pas quitter ici. Maintenant, en dehors de la BCAO, il y avait la BIS ici. Il y avait plusieurs sortes de banques en fait. On ne compte pas l'argent qu'il a eu dans les différentes banques. On parle uniquement de BCAO. Mais en dehors de la BCAO, il y avait plusieurs banques. Soro Diom a tout cassé. Il a tout pris. La douane, quand les conducteurs des gros camions quittent au Mali, ils payent des taxes. Il dit donnez ça ici. C'est Soro Diom qui contrôle. Quand ça vient du Burkina, il dit donnez ça ici. C'est les rebelles maintenant qui étaient les propriétaires terriens, qui taxaient maintenant les gens au compte de Guillaume Soro. Est-ce que vous comprenez même? Toute la production que cette zone produisait, c'est Soro Diom qui contrôlait. Ils envoyaient ça au Burkina, au Mali, en Guinée, au Niger, et puis ils envoyaient tout là-bas. Donc ça là, vous allez dire Soro Diom était pauvre, arrêtez vos conneries là. Alassane Ouattara lui-même, il a travaillé dans quoi même pour financer, vous savez, financer une rébellion, vous savez combien ça coûte? Alassane lui-même, il avait quel argent pour financer une rébellion? Même il est au pouvoir, vous le voyez, Dramane lui-même il est au pouvoir. Pour diriger la Côte d'Ivoire, il court partout pour aller chercher crédit. Ces rébellions, il va financer pour attaquer un pays avec son propre argent. Ah! Vous n'avez pas pitié de trucs au Ouattara. Il est au pouvoir, c'est-à-dire on lui donne tout. Mais dans ça, il est incapable de gérer le pays avec les moyens du pays. Pipi. Avec les moyens du pays, il ne peut pas. Il est obligé de courir à Paris. Donnez-moi l'argent. Donnez-moi l'argent. C'est mou sur moi. C'est mou sur moi. Donc, c'est Alassane Ouattara comme ça là, qui va prendre lui-même son argent pour financer. Ouattara qui est radin comme ça là. Ouattara pour enlever l'argent, on dirait caca de chat. Ah! Il va prendre son argent, son jeton pour financer. Vous rigolez, hein? C'est pas Ouattara. C'est Soro Diom qui a fait sa propre rébellion avec IB. C'est IB qui a commencé. Soro Diom a renversé IB. Il a pris le contrôle. Il a pris le contrôle et il a mis des systèmes sur pied pour avoir beaucoup d'argent. Et c'est cet argent qui lui a permis de renforcer la rébellion. De financer encore davantage la rébellion. Voilà pourquoi toutes les négociations passaient par Guillaume Soro. Si Guillaume Soro n'avait pas de pouvoir sur la rébellion, et que c'était un simple communicateur, un simple porte-parole, ils vont négocier avec lui pour faire quoi? Et il va dire non, taisez-vous et puis les rebelles vont se taire. C'est quand tu es patron de quelqu'un, quand tu lui donnes ordre, c'est là qu'il respecte. Ah, imaginons, on dit porte-parole du gouvernement. Et puis on laisse le président ou bien le propriétaire du gouvernement qui dirige le gouvernement. Ils vont passer par le porte-parole et le porte-parole il va donner l'ordre à tout le gouvernement et puis le gouvernement va exécuter. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On négocie avec celui qui est le père, le patron du gouvernement. C'est comme ça que ça se passe. C'est avec lui on négocie. C'est avec lui on prend les décisions. Quand c'est trop chaud là, on négocie avec
hein, le vieux père, le patron même. On ne négocie pas avec les enfants. Quand c'est trop chaud, et on voit que là où c'est arrivé, on ne peut plus. Je prends le cas d'Ukraine et de la Russie. Quand c'est trop chaud et puis la tension monte là, on négocie directement avec Poutine, on négocie directement avec Joe Biden. Parce qu'on sait que c'est ceux-là qui alimentent, hein, la tension. Donc pour éviter que ça dérape et que ce dérapement ne devienne une guerre mondiale, on dit les deux vieux pères là, ils n'ont qu'à négocier en même temps, directement. Donc ils envoient des ministres des Affaires étrangères, ils causent, et puis ils trouvent intérêt d'entendre le jour là où les deux grands vieux pères là, ils vont se croiser pour régler l'affaire. Soro Diom, depuis la rébellion a commencé, vous l'avez vu négocier au nom de trucs. Non, lui il négociait pour lui, il cherchait toujours sa place. Il dit non mais moi premier ministre. Il dit non, 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 je n'aime plus ce ministère, c'est premier ministre, je veux. Là où ils voulaient, on le mettait là-bas. Il dit non, 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 non. Ah, flamme de la paix. Soro Diom dit bon, ok, on va désarmer. Je vais désarmer mes petits là. C'est lui qui donnait l'ordre. Hein. Il s'en va, il ment. Il donne les petits Kalachnikov et il laisse les trucs, les 12-7, les trucs, les lance-roquettes, il enterre, il cache. Et il a joué ce double jeu là. Il n'a qu'à répondre là, vous pleurez. Non, Soro Diom n'a rien fait. Laissez Soro Diom. Il n'a rien fait, ouais. C'est parce que vous n'avez pas perdu des parents ou des proches que vous avez vos bouches là pour dire, ils n'ont qu'à le laisser, que ça affaiblit l'opposition. Affaiblit quoi? Quelle opposition ça affaiblit? Je vous rappelle que la plainte de Michel Gbagbo ne date pas de maintenant. S'il vous plaît. Ça date de 2012. Si j'ai une bonne mémoire, ça date du 22 mars 2012, s'il vous plaît. C'est là Michel Gbagbo avait porté plainte contre le truc Guillaume Soro. Mais puisqu'il bénéficiait de l'immunité diplomatique, ils avaient classé cette plainte sans suite. Est-ce que vous comprenez? Parce que on ne pouvait pas poursuivre quand même quelqu'un qui est ministre d'un pays, aller dans un autre pays, ils vont l'arrêter pour dire bon, non, ça va créer une crise diplomatique. Parce que quand tu es en exercice de tes fonctions et que tu bénéficies de l'immunité diplomatique, aucun État au monde qui respecte les droits de l'homme ne peut t'arrêter à cause de cette immunité diplomatique. Voilà pourquoi souvent les ambassadeurs, quand ils s'ingèrent dans les affaires des différents États, on ne les arrête pas pour dire oh, il faut la mettre chez nous, on va l'attraper pour le mettre en prison. Mais tout simplement, on leur demande de quitter le pays. Oui, parce que les ambassadeurs bénéficient de l'immunité diplomatique. Même si on attrapait l'ambassadeur, la main dans le sac, avec des armes à la main, en train de faire n'importe quoi, ils ne vont pas l'arrêter pour le mettre en prison. On le chasse du pays. Mais il pourrait être poursuivi le jour où il ne sera plus en fonction, le jour où il ne bénéficiera plus de cette immunité diplomatique. Alors l'État dans lequel il avait commis ces bêtises peut réactualiser la plainte pour dire on veut poursuivre ce dernier. C'est clair. Donc quand Michel Gbagbo avait porté plainte contre Guillaume Soro, c'était en 2012. 22 mars 2012, si j'ai une bonne mémoire. Ça avait été classé sans suite parce qu'il bénéficiait de l'immunité diplomatique puisqu'il était Premier ministre. Est-ce que vous comprenez? Il était Premier ministre, en même temps ministre de la Défense. Et c'est suite à ça ils l'ont nommé président du truc, président de l'Assemblée nationale. Donc il bénéficiait de cette immunité diplomatique. Quand il était venu à Paris, cette même juge voulait l'arrêter. Soro Diom se cachait. Il a fallu l'intervention du chef de l'État, Alassane Ouattara. Pendant ce temps, Soro Diom était encore à Ouattara. Parce que ceux qui pensent que Michel Gbagbo a commencé maintenant à détromper-vous. À un moment donné, vous n'avez pas appris que Soro Diom voulait se faire arrêter à Paris. À cause de trucs comme Michel Gbagbo, de la manière il avait maltraité Michel Gbagbo. Mais c'est cette même affaire-là. Et c'est Alassane Ouattara qui avait intervenu pour dire non, la France n'a pas le droit d'arrêter Soro Diom puisqu'il bénéficie de l'immunité diplomatique. Donc, pour éviter une crise diplomatique entre Paris et Abidjan, alors ils n'ont qu'à laisser Soro Diom et ils n'ont qu'à classer cette affaire sans suite. Voilà comment l'État français agit pour demander
à la juge de laisser cette affaire, car Soro Guillaume est un homme politique et un grand responsable au pays et il bénéficie de l'immunité diplomatique. Voilà comment on laisse Soro Guillaume pour rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment on laisse Soro Guillaume pour rentrer en Côte d'Ivoire. Maintenant que Soro Guillaume, il n'est plus rien en Côte d'Ivoire. Il est maintenant comme un petit civil, comme tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Il ne bénéficie plus de cette immunité diplomatique, mes frères. C'est un simple citoyen, un simple civil. Maintenant, comme il n'est plus protégé par la loi ivoirienne, parce qu'il ne remplit plus aucune fonction, il ne travaille plus pour le gouvernement ivoirien, il devient un simple citoyen. Alors, si Soro Guillaume avait des problèmes avec un quelconque citoyen ivoirien, ce dernier a le plein droit de le poursuivre partout où il veut. Voici c'est ce qui est clair. Donc c'est la même plainte qui a été réactualisée pour que Soro Guillaume puisse se faire entendre. Il va dire ce qu'on lui reproche, qu'il a fait des enlèvements, tortures et puis trucs en séquestration. Il n'a qu'à venir pour répondre si c'est vrai ou faux. Ce n'est pas un mandat d'arrêt qu'on lui a lancé d'abord. Mais Soro Guillaume, il ne veut pas. Dans ça encore, il fuit. Pour venir t'entendre, ce n'est pas pour l'arrêter, pour le mettre en prison en même temps. Ils vont l'entendre pour voir s'il a raison ou pas. Si on doit laisser l'affaire tomber ou pas. Mais lui, il ne veut pas, il fuit. Non. Donc, s'il fuit, c'est vous qui allez rester là pour prendre sa défense. Soro Guillaume, il a l'argent. Est-ce que c'est l'argent qui lui manque? Il a l'argent, il a maison partout. S'il n'a pas l'argent, il peut vendre l'une de ses maisons qui se trouve en France, ou bien au Canada, ou bien au Maroc, ou bien en Côte d'Ivoire, ou bien au Burkina. Il peut vendre l'une de ses maisons pour prendre un avocat. Mais non, il fuit. Quelqu'un qui fuit et vous le défendez. Entre vous et Soro-là, qui est le mieux placé pour répondre? C'est lui qui a écrit le roman, c'est lui qui dit qu'il a financé Alassane Ouattara, car Alassane Ouattara n'avait rien. Que c'est lui qui l'avait financé. Et que c'est lui qui est le père de la rébellion. C'est Soro Guillaume qui a dit tout ça là. Maintenant c'est vous les Tokoniri là, vous qui êtes à côté là. C'est vous qui êtes là. Non, Soro Guillaume n'a rien fait. Hein? Michel Gbagbo a été payé. Les gens, c'est-à-dire ça c'est de la manipulation. Qui a payé Michel Gbagbo? En 2012, là, on avait payé Michel Gbagbo. Quelqu'un qui souffrait, il venait des trucs de la prison et tout. On les poursuivait partout dans le monde. Et vous dites non, il copiait Ouattara. Cette plainte ne date pas du retour de Laurent Gbagbo. Pour dire Ouattara manipule Michel Gbagbo. S'il vous plaît, les soroïstes sont en train de vous manipuler le cerveau et vous les suivez. Mais ils sont comme le père Soro. Ce sont des manipulateurs, des menteurs. Et ils vous mentent. Et quand ils parlent, c'est comme si c'était de la vérité absolue. Vous les suivez dans la démagogie mensongère. Et vous pensez que c'est une réalité absolue. Jusqu'à d'autres même se retournent contre les Michel Gbagbo et les Gbagbo pour dire vous coopérez Ouattara. Ouattara est en train de vous corrompre. Ils ont donné 80 millions à Michel Gbagbo pour poursuivre Soro Guillaume. Et il y a des gens qui gobent ça. Ce sont des mensonges. Personne n'a payé qui que ce soit. Soro Guillaume doit répondre. Vous pensez que c'est facile comme ça? Il va commettre des crimes, il va tuer des gens. Et puis on ne peut même pas le poursuivre. Pendant ce temps, les militaires qui ont exécuté tout simplement les ordres du gouvernement de Laurent Gbagbo, ils croupissent en prison là-bas, ils meurent. Le gouvernement ne veut pas les libérer. Mais s'ils sont là-bas, c'est l'œuvre de Soro. Vous ne savez pas ça? Si aujourd'hui, les CKCK, les Dobo Blé, les Abbaye, tous ceux-là, ils souffrent là-bas. Et il y a d'autres civils qui sont là-bas. Que le gouvernement dit ils sont des trucs, des miliciens de Gbagbo. On ne les libère pas. Ils souffrent là-bas. Tout ça, ce sont les œuvres de Soro. S'il n'avait pas fait cette rébellion, s'il n'avait pas pris position pour Draman, tout cela n'allait pas arriver. Maintenant, lui, ces crimes qu'il a commis, ses enlèvements, tout ce qui, cette torture qu'il a fait, vous dites non, on n'a qu'à pardonner Soro. On n'a qu'à le pardonner sous quelle forme? Pendant ce temps, les militaires meurent là-bas. Un à un. D'autres sont déjà morts. Soro a fait tuer des trucs des ministres. Le ministre des trucs de la défense de Gbagbo. Il est mort. Est-ce que Soro Guillaume a eu pitié de lui?
Désiré Tagro a été abattu. Ils ont enlevé son menton. Allez-y, regardez la vidéo. Et vous allez voir la cruauté de Guillaume Soro. C'est parce qu'il vous ment ici. Quand il parle, je demande pas. C'est ça là, vous suivez? Quand Laurent Gbagbo demandait pardon à Soro Guillaume, le pardon de Soro Guillaume ne vaut rien. Vous devez comprendre. Chaque Ivoirien devrait savoir que Guillaume Soro, quand il dit pardon là, c'est du mensonge. Ce même Soro Guillaume, c'est pas lui qui disait allons à la réconciliation, pardonnons et tout, flamme de la paix. Il a respecté ça. Est-ce qu'il avait respecté ça? C'est parce qu'il voulait des postes ministériels. Il a fait endormir le peuple ivoirien, il a fait endormir le gouvernement ivoirien. Le bon moment, Soro Guillaume a montré son vrai visage en 2010. Flamme de la paix, là, il a mis ça de côté. Il a pris ça pour essuyer ses fesses. Et il a jeté ça là-bas. Dans sa tête, il a signé un deal avec Ouattara. Lui, il veut être président. C'est tout. Combien de fois ils n'ont pas demandé pardon à Soro Guillaume? Combien de fois il disait que non, il a accepté le pardon et que les rebelles allaient déposer les armes? Combien de fois Soro Guillaume a dit bon, allons-y à la paix, ceci, cela. Ces propos-là, il mentait aux gens. Il a toujours menti. C'est parce qu'il est dans une opposition de faiblesse qu'il parle comme ça. Quand Soro Guillaume, il s'attendait bien à Ouattara, vous l'avez vu parler comme ça. C'est quand il voyait qu'entre lui et Ouattara voyait déjà, Ouattara était au courant de ce que Guillaume Soro tramait. Voilà comment Soro Guillaume s'est mis dans une posture de quelqu'un qui cherche à réconcilier, qui cherche la réconciliation, qui cherche le pardon. Mais quand tout allait bien entre eux, et qu'il n'y avait pas encore eu de mésentente, Soro Guillaume, écoutez-le, ses interventions, lorsqu'il était encore un bon copain à Ouattara, ses interventions violentes sur les médias, c'est là que vous alliez comprendre qui était Soro Guillaume. Il est en position de faiblesse, il vous fait endormir, vous êtes là. Ah, pardonnons, Guillaume Soro, pardonnons. Quittez dans ça. Quittez dans ça. Quittez dans ça et laissez Guillaume Soro, il va répondre de ses crimes. Il a commis des crimes en Côte d'Ivoire, il devrait répondre. C'est parce que ce ne sont pas vos enfants qui ont été torturés, enlevés, séquestrés. Voilà pourquoi vous êtes avec Guillaume Soro. Mais si sa rébellion avait frappé des membres de vos familles ou bien vos parents, je pense que le langage que vous tenez aujourd'hui n'allait pas être le même. Il y a des gens, leurs villages ont disparu en Côte d'Ivoire. Il y a des gens, leurs parents ont disparu en Côte d'Ivoire. Il y a des gendarmes qui ont été brûlés vifs à Bouaké, dans des conteneurs. C'est Guillaume Soro qui est à la base de tout ça. Mais leur famille, là, vous allez vous arrêter devant leur famille pour dire truc. Au moins, Laurent Gbagbo et Blé Goudé ont payé quand même. Eux là, qui n'ont pas créé rébellion, tout ça, ils ont payé. Ils sont allés à la CPI, on les a enfermés là-bas, procès, mais c'était une prison. Ils ont payé leur part. Mais Soro Guillaume, lui, il est qui? Et puis il ne peut pas payer. Depuis 2002, oh mais arrêtez ça quand même. Lui, il est comment et puis vous refusez qu'il paye? Parce qu'il est digne fils du pays. Mais c'est qu'il est dangereux que ceux qui ne sont pas les dignes fils du pays. Parce que toi qui es de la maison, si tu complotes avec les étrangers pour tuer tes propres parents, tu es pire que l'étranger. C'est ça, vous ne savez pas. C'est-à-dire le sorcier qui est chez toi là, que tu appelles ton frère ou soeur là, qui complote avec les sorciers de dehors pour bouffer les enfants intelligents de votre maison là. Tant que vous protégerez toujours ce sorcier là, il va faire du mal dans la maison. Il faut le dénoncer, il faut le punir. Pour montrer aux autres que quiconque deviendra sorcier dans cette maison, qui va encore suivre l'exemple de l'autre sorcier, voilà comment on va le traiter. Ils vont, même s'ils sont un sorcier, ils vont devenir intelligents. Mais si vous protégez un sorcier de la même maison, qui détruit la maison, pour faire plaisir à ceux qui ne sont pas de la maison, et que vous le protégez, mais c'est que votre famille ne veut rien de bon. C'est que vous là, vous êtes nés pour être des idiots de la face. Pour avoir des bandits dans votre famille. Parce que ce sorcier, non seulement, il va tuer les gens qui sont intelligents, qui sont brillants, et il va laisser les bandits, ceux qui ne vont rien foutre dans votre famille, et votre famille va devenir une famille de bandits. Donc, Guillaume Soro, c'est un danger. Il a fait la rébellion, il a tué les brillants, il a permis à Alassane Ouattara de mettre les vrais militaires en prison. Les Ivoiriens qui allaient apporter quelque chose de positif demain, à la Côte d'Ivoire, on les a mis en prison, on dit que ce sont des miliciens. Et ce Guillaume Soro, vous le protégez? Non, laissons-le, c'est un digne fils du pays.
Mais vous êtes dangereux. C'est comme ça que Blaise Compaoré était digne fils du pays. Cela ne l'a pas empêché de mettre hors d'état de nuit Thomas Sankara qui menait la lutte. Patrick Lumumba, il menait la lutte. Mobutu Sese Seko, lui, c'était un digne fils du pays. Cela ne l'a pas empêché de mettre hors d'état de nuit Mobutu, Patrick Lumumba. C'est-à-dire ceux que vous appelez dignes du fils de vos pays là. Ceux-là, ils sont utilisés par les colons. Et ils sont les pions des colons dans vos différents États. Tant que ceux-là seront là-bas et que vous resterez là en train de les protéger, vos combats ne porteront aucun fruit. Parce que quand vous allez vouloir atteindre le bout du tunnel, les colons vont utiliser toujours les gens comme les Diom Soro là pour massacrer le peuple et ramener votre lutte en arrière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour que les Africains réussissent dans leur vision de panafricanisme et dans leur vision de lutte d'indépendance, ils devraient s'apprendre réellement aux gens comme les Diom Soro. Parce que le colon, quand lui il vient là, il ne débarque pas les avions en train de bombarder, non. Il utilise toujours des nègres de maison. Et en Côte d'Ivoire, Dieu merci, on a su quels sont ceux qui étaient les nègres de maison. Au lieu de les traiter pour les anéantir, non, on veut les protéger. Mais si on les protège, ces nègres de maison vont encore fabriquer d'autres nègres de maison, ils vont se multiplier et on ne pourra rien. On ne pourra plus rien faire. Les sous-tous là, ce sont des nègres de maison. Hein. C'est un compagnon de Diom Soro. C'est ceux-là, la communauté internationale a épaulé. Donc les sous-tous, les Diom Soro, les Alain Lobognon que vous voyez, c'est un nègre de maison. Mais d'autres vont dire c'est un digne fils du pays. Lui là, c'est un nègre de maison. Les Afouchiata Baba, ce sont des négresses de maison. Les Alassane Ouattara, ce sont des nègres de maison. Les Touré Mamadou, ils sont nombreux. On les connaît, mais on les protège. Pourquoi? Et on dit non, on va lutter, on veut indépendance, on veut que la Côte d'Ivoire sorte du franc CFA. Un homme comme Soro au pouvoir, tu penses qu'il va sortir du franc CFA? Il ne va pas sortir là-dedans. Au contraire, il va dire renforçons les liens entre la France et la Côte d'Ivoire pour mieux protéger le franc CFA. Mais pourtant, cela ne t'a pas dérangé de dire c'est un digne fils du pays. Mais ton digne fils du pays, c'est lui-même qui va t'empêcher d'atteindre ce que tu veux atteindre. Mais tu le connais. Mais tu veux le protéger parce que Ouattara n'est pas ivoirien. Ouattara n'est pas ivoirien. Et lui qui est ivoirien, si les deux complotent pour faire du mal aux Ivoiriens, mais ils sont pareils. Il n'y a pas truc. Entre Ouattara et Soro, il n'y a pas bon et mauvais là-dedans. Ils sont tous les deux pareils. Donc, tu ne peux pas protéger un pour combattre un. C'est que tu n'as rien fait dedans. C'est-à-dire, on dit voici deux démons. Tu dis, ah, ce démon-là me plaît. Je vais faire coalition avec celui-là pour détruire l'autre démon. Mais ce démon avec qui tu fais coalition là, sache que ce même démon-là n'a pas le même esprit que toi. Donc, tôt ou tard, le démon avec qui tu as fait coalition va se retourner contre toi. Vous ne savez pas ça. C'est comme si tu élèves un lion. Tu dis, ah, ça c'est mon digne lion. Mais quand il va grandir et son instinct animal va ressurgir, il va te bouffer, toi, ton patron. Pourtant, c'est toi qui l'as élevé. Il a grandi, il te faisait les yeux doux. Mais au moment opportun, il va te voir comme viande. Il va te manger comme il va te manger comme Kegeni. Et tes parents vont pleurer. Mais c'est déjà tard. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faudrait que chaque Ivoirienne comprenne ce que l'incontournable Didier dit. Mettons-nous ensemble pour que Soro Diom réponde de ses crimes contre l'humanité, de ses enlèvements, séquestrations et la barbarie qu'il a exercée sur le peuple ivoirien. En fait que cela serve de leçon aux autres Ivoiriens qui tenteront demain à vouloir se coaliser avec ceux qui ne sont pas Ivoiriens pour venir massacrer le peuple ivoirien. Même si tu as un an et qu'on te demande de faire rébellion, tu vas réfléchir 1000 fois. Quand tu vas penser au cas Soro pour dire, ah, Diom Soro avait fait ça, il avait tout eu. Mais vers la fin, vraiment sa fin a été tragique. Je ne veux pas finir comme Diom Soro. Donc je refuse tout deal. Parce que si on protège Diom Soro, les autres Ivoiriens, cela va les tenter. Ils vont dire, mais Diom Soro a fait ça, qui lui a fait du mal. C'est à cause de rébellion, il est devenu comme ça. Et chaque Ivoirien va avoir cet esprit de rebelle. Quand un régime ne va pas te plaire, tu vas dire, ah, je prends les armes. Parce que dans le passé,
il n'y a eu aucune punition envers les rebelles. Donc c'est une manière de faire la promotion des rebelles dans notre pays. Pourtant, un pays qui se veut sérieux doit frapper très dur sur les rebelles. Doit les punir sévèrement. Et même faire voter une loi pour dire on ne négocie pas avec un rebelle. Quiconque fera rebelle, il sera traqué. Et même sa nationalité ivoirienne sera déchue. Lui sera arraché. Mais il faut faire voter ces lois-là. C'est-à-dire, on met une loi, on fait voter une. Moi, si j'étais député, j'allais proposer ça. Gare à un Ivoirien qui prendra les armes dans le but de faire une rébellion pour combattre le régime légal en place. Non seulement il ne va plus être Ivoirien, on lui arrache sa nationalité. Et il ne sera plus reconnu comme Ivoirien. Ceux avec qui il allait comploter pour attaquer son pays, là, il n'a qu'à prendre la nationalité de là-bas. Si ce sont les colons qui l'ont envoyé pour faire rébellion, il n'a qu'à prendre. Si c'est la France, il n'a qu'à aller prendre la nationalité française. Il n'a qu'à aller faire bataille de la France. Mais, pour dire Ivoirien encore, jamais. Il faut faire voter ces lois-là. Mais on ne les vote pas. Non, ils sont libres, ils font n'importe quoi. Ils sont libres, ils font n'importe quoi. Donc, du coup, il aura toujours ces conneries-là. Si on mettait ce système sur pied, je vous le jure, pas tous les nordistes, mais un grand nombre d'habitants du Nord, là, ils allaient prendre conscience. Parce qu'ils vont comprendre que si jamais ils prennent les armes, on allait les identifier un à un. Qui est dans la rébellion? Qui? Tous ceux qu'on allait identifier, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus Ivoiriens. Si vous voulez devenir Malien, devenez Malien. Vous voulez devenir Burkinabé, allez-y au Burkina. Mais, en tout cas, sur le sol ivoirien, on ne vous reconnaît plus. Hein? On ne vous reconnaît plus comme des Ivoiriens. Même si vos parents sont en Côte d'Ivoire, si eux-mêmes ils s'ajoutent, on leur arrache la nationalité. Il faut être ferme devant un peuple qui est têtu, qui continue à faire n'importe quoi, à prendre les armes, et qui pense que prendre les armes est une bonne voie. Il faut faire voter des lois sévères pour punir tous ceux qui vont oser, même s'ils sont bêtés. S'ils prennent des armes, il faut leur arracher la nationalité. S'ils copient la France, ils n'ont qu'à partir devenir français. Si c'est avec les Libériens, ils n'ont qu'à devenir Libériens. Mais l'incontournable. Le jour où je vais devenir député, là, les lois que je vais proposer, il n'y aura plus de rébellion en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire avant que le colon ne t'approche pour te chuchoter à l'oreille, pour dire, il faut prendre les armes. Tu vas dire, si je prends les armes, on m'identifie tout de suite, je ne suis plus Ivoirien. C'est fini. Si tu n'es pas Ivoirien, tu fais la rébellion. Pourquoi? Tu as gagné quoi? Puisque le peuple ne va pas te reconnaître. Tu n'es plus Ivoirien, c'est fini. Si tu n'es pas Ivoirien, tu ne peux pas être candidat. Tu ne peux pas être éligible. Qui va te donner même un truc, un poste? Et tu seras une personnalité non grata en Côte d'Ivoire. Un mandat d'arrêt international. Et on va interdire à tous les régimes qui viendront de te dire non, il faut revenir au pays. Non. C'est-à-dire, dans la Constitution, cela doit être là-dedans. Lui à qui on arrache la nationalité, aucun autre régime ne peut venir pour signer un décret pour dire qu'il n'a qu'à devenir Ivoirien. Ça interdit à tous les présidents de trouver des compromissions pour dire, bon, on t'avait arraché la nationalité, mais je restaure. Non, c'est à vie. C'est à vie. Comme ça, chaque citoyen et chaque citoyenne ivoirienne va réfléchir 1000 fois avant. Quand on fera ça, là, vous allez voir, l'Afrique va se libérer vite fait. La Côte d'Ivoire va se libérer vite fait. Personne ne peut encore comploter pour aller faire sombrer la Côte d'Ivoire dans une rébellion. Si on met ces lois sur pied, vous verrez la Côte d'Ivoire émerger. Chacun va faire attention à ce qu'il va vouloir poser comme acte. Si on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. On est ensemble.